Célébration de Pâques au Mali. Au terme de 40 jours de carême, la communauté chrétienne s'apprête à faire la fête pour commémorer la résurrection du Christ. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, et Mahamadou Koné, ministre des Affaires et religieuses du culte, adressent leurs vœux de Pâques dans ce journal. Dans cette édition, nous allons sillonner ensemble quelques places de marché de la capitale où les fruits et légumes tiennent la vedette aujourd'hui car ils sont très sollicités en cette période de Ramadan. L'affluence est-elle au rendez-vous? Les prix sont-ils abordables? La qualité des produits est-elle réelle? Autant de questions qui trouveront réponse dans le reportage signé Maïmouna Guindo. Il sera question aussi des prières sur au Gotar accomplies pendant le mois béni du Ramadan dans les mosquées, les places publiques et dans les familles. Najim Baba Sissi a fait le tour de ces lieux de prière dans la cité des 333 saints. Il va nous expliquer les mérites de ces prières et la façon de les faire correctement. Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako reçoit demain dimanche à 17h les Ghanéens de Drums FC en quart de finale aller. C'est une équipe motivée du stade malien qui s'apprête à défier le club ghanéen, nous dira Siragatou Sissé en fin d'édition. Nous sommes samedi 30 mars. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Nous commençons ce journal par ce message du président de la transition. 31 mars 2024, la communauté chrétienne célèbre la fête de Pâques. Cette heureuse circonstance m'offre l'occasion de souhaiter à tous les chrétiens du Mali une excellente fête. Dans l'union des cœurs et des esprits, j'invite à une intensification des prières pour le Mali qui fait face à de nombreux défis. Bonne et heureuse fête de Pâques dans un Mali souverain, pacifié et réconcilié, signé le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Oui, au terme de 40 jours de carême, la communauté chrétienne s'apprête à faire la fête pour commémorer la résurrection du Christ. Le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, et Mahamadou Koné, le ministre des Affaires religieuses et du culte, adressent également leurs vœux de Pâques à la communauté chrétienne dans un Mali croix en paix et en communion. Benogo Fofana, Sidi Modibo Dambélé, Mahamadou Sidibé. La fête de Pâques, l'une des célébrations les plus importantes du calendrier chrétien. Elle marque la résurrection de Jésus-Christ. Outre son importance religieuse, c'est une période pour se recentrer sur les valeurs de la compassion, de la rédemption et du pardon. Elle intervient après le carême, soit 40 jours de jeûne. Pâques, c'est la fraternité scellée dans le sang de Jésus. Par son sang versé sur la croix, Jésus a fait tomber le mur qui séparait les hommes pour en faire une seule famille, la famille des enfants de Dieu. Comme l'année passée, cette année encore, chrétiens et musulmans, nous sommes entrés ensemble dans le temps de carême et du Ramadan. Ce chemin parcouru ensemble n'est pas le fruit du hasard. Il faut y percevoir un signe qui nous interpelle par l'esprit, par rapport à l'esprit de fraternité qui doit habiter les cœurs de tous les humains et dans notre cas, de tous les Maliens. En effet, à travers le sacrifice du Christ, Dieu manifeste son amour infini pour tous les humains et nous enseigne que nous sommes tous ses enfants et par conséquent que nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons donc apprendre à renforcer le vivre ensemble et l'amour du prochain, à construire la paix et la solidarité. C'est le sens même de notre vocation humaine. Implorer la miséricorde de Dieu, qu'il accorde à tous les malades, aux blessés de ces temps difficiles, civils et militaires, hommes et femmes, qu'il leur accorde la grâce de la guérison. Jésus a toujours donné des meilleurs prêches par rapport à la patience et par rapport à la soumission à Dieu. Nous sommes en cette phase terminale. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, le président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre, Dr Shogala Kokala Maïga, je voudrais souhaiter à tous nos frères chrétiens et chrétiennes une bonne fête de Pâques. 40 jours de carême chrétien couplés avec le ramadan des musulmans, un enseignement doit être tiré de cela
pour aller vers l'unité, le rassemblement, l'apaisement des cœurs et des esprits. Mes chers frères et sœurs chrétiens, notre pays traverse un moment très difficile, ce qui demande à tout un chacun d'être à côté de son frère et de sa sœur. Le président de la transition a toujours recommandé aux Maliens d'être unis et d'être ensemble, tel que recommande notre devise, un peuple, un but, une foi. Ce soir, des millions de fidèles chrétiens s'apprêtent à prendre d'assaut les églises ou autres lieux de culte à travers le pays pour des chants, des louanges, des lectures bibliques et des sermons inspirants, rappelant le message central de l'espoir et de la résurrection. Oui, bonne fête de Pâques à tous. Je vous propose de suivre à présent cette intervention du ministre de l'Économie et des Finances à Hussein Issanou, de retour de Moscou au terme d'une visite de 10 jours. Avec nos envoyés spéciaux à Sochi, Yaya Konaté et Adama Kamara, le ministre revient sur le partenariat avec la Russie, notre pays en quête de souveraineté dans les domaines stratégiques, nous ici des relations avec des sociétés de classe mondiale qui sont à la pointe de la technologie dans leurs domaines respectifs. Chose qui devrait nous permettre d'atteindre des objectifs de développement et de transfert de compétences, une autre dimension de la souveraineté si chère au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Écoutons Monsieur le ministre. Lors de l'ouverture du forum, nous avons eu un discours très intéressant du conseiller du président de la Fédération de Russie qui a parlé de la souveraineté que les pays doivent essayer d'acquérir dans les domaines stratégiques, domaines que le Mali a déjà définis comme stratégiques. Donc ce qui partait vraiment dans le sens même de la vision du président de la transition, en ce sens qu'il a parlé de la souveraineté énergétique, de la souveraineté en matière de contrôle de son espace aérien, la souveraineté en matière de contrôle de son sol et de son sous-sol, la souveraineté en matière de contrôle de toutes les frontières. Donc, à l'issue de ce forum, nous avons vu que les partenaires russes avec lesquels nous avons signé des accords comme Zaruber Geologia, comme Rosatom, comme Novawind et d'autres, nous avons vu que c'est des partenaires qui sont à la pointe aujourd'hui dans le secteur dans lequel ils sont. Ils ont exporté leur savoir-faire dans plus de 30 pays dans le monde, des pays d'Amérique latine, des pays européens et des pays africains. Ce qui veut dire que nous ne nous sommes pas trompés en faisant le choix de ces partenaires pour nous permettre non seulement de pouvoir exploiter les ressources minières du Mali, mais également de les transformer sur place et de compter sur un transfert de compétences. Nous avons vu que des pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui, qui ont démarré le processus du nucléaire depuis les années 2004-2008, sont restés avec la Russie qui leur permet aujourd'hui de faire un grand pas dans le secteur. Nous avons vu que des pays comme l'Inde et la Chine sont des partenaires stratégiques de ces mêmes sociétés. Donc nous nous sommes dit que les procédures, les procédés et les technologies utilisées par ces entreprises doivent également permettre au Mali également d'atteindre des objectifs de développement et de transfert de compétences. Direction le Burkina Faso, où s'est tenue la 13e réunion de la commission tripartite Mali-Burkina Faso-UNHCR. En marge des travaux, une audience accordée à la délégation malienne par le Premier ministre du Burkina Faso. Les échanges ont porté sur les conclusions des travaux de la 13e réunion de la commission tripartite, la situation des réfugiés maliens au Burkina Faso et des réfugiés burkinabés au Mali. Le ministre de la Santé et du Développement social s'exprime au micro de nos confrères de la RTB. Écoutons-la. On est venu rendre compte au Premier ministre de l'événement qui vient de s'achever, l'accord tripartite. On a recueilli ses conseils et pour lui, le Mali, le Burkina, on n'a pas besoin de parler de réfugiés. Les Burkinabés maliens, les réfugiés maliens au Burkina sont chez eux et les réfugiés burkinabés au Mali sont chez eux. Donc on a pris acte de tout ce qu'il a eu à nous dire et on travaillera là-dessus. La prochaine réunion technique est prévue dans quelques mois à Bamako
Et je pense qu'il y aura beaucoup de changements et qu'on tiendra compte de tous les conseils et toutes les recommandations qu'il a formulées ici. On le remercie pour tout l'accompagnement et on en profite pour remercier mes collègues et tout le peuple burkinabé pour l'accueil qui nous a été réservé à moi et à toute ma délégation. Et tout en image, toujours au Burkina Faso, cette rupture de gêne au niveau de l'ambassade du Mali au Burkina Faso avec la délégation malienne, occasion d'échanger avec les compatriotes sur la situation réelle du pays et de les inviter au respect des lois du pays d'accueil. Voilà. Au Burkina, rupture de gêne au niveau de l'ambassade du Mali. Actualité des FAMA, la neutralisation de vecteurs aériens par nos forces armées maliennes et d'un pick-up non loin de Bamba. Le bilan de la frappe, c'est avec Abdoulaye Sako. Sur la base de renseignements, les FAMA ont repéré vendredi 29 mars 2024 deux pick-up des bandits armés aux abords du bateau naufragé Tombouctou, non loin de Bamba. Le vecteur aérien a traité avec précision l'un des deux pick-up qui servait à charger du matériel volé. L'état-major général des armées rassure l'opinion nationale de la détermination des FAMA à sécuriser les populations et leurs biens. Le gouverneur de la région de Kidal a lancé au nom du président de la transition une vaste opération de distribution de vivres destinés aux populations vulnérables du cercle d'Anefis. Ce sont plus de 200 familles qui seront concernées. Une première dans la région depuis la reprise de la ville par les FAMA. On retrouve Sidi El Medi Ag Al-Baka. Distribution des vivres dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État à Anefif, pour permettre aux populations démunies du 10 cercles de profiter au même titre que les autres citoyens maliens de la solidarité des autorités de la transition afin de faire face aux réalités du mois béni de Ramadan. Procéder aussi à la donation de riz que les autorités politiques ont envoyé pour toute la population de la région. Les bénéficiaires ont saisi cette occasion pour féliciter les FAMA quant au travail professionnel abattu sur le terrain et une mention spéciale au président de la transition pour ses efforts, notamment au profit des populations démunies. Remercier le président de la transition, puisque depuis que nous sommes ici à Nafif 7 mois, l'armée nous a mis dans les conditions et aujourd'hui, le président de transition, il nous a fait ce don. On ne fait que remercier le bon Dieu, on le remercie. Puisque depuis que les femmes ont passé ici, ils ont gagné la guerre, ils ont beaucoup veillé sur nous, ils nous ont mis dans toutes les conditions, même les médicaments. Quand on se présente qu'il y a un malade, il se présente. Les œuvres sociales du président de la transition constituent un soutien immense pour nos populations. Nous n'avons pas de mots, de remerciements et de prières pour lui et pour toute la nation malienne. La cérémonie de remise présidée par le chef de l'exécutif régional a pris fin par des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité du Mali. Œuvre sociale du Premier ministre, remise d'une ambulance à la commune d'Ourbé-Doundé, dans la région de Mopti. Le point de la cérémonie de remise avec Aloussé Touré. La commune d'Ourbé-Doundé est située en 5e région et figure parmi les zones d'accès difficiles. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, l'ambulance est un élément important dans le dispositif sanitaire du pays. Sa bonne utilisation doit être de mise. Le Premier ministre, dans ses œuvres en tout cas sociales, a octroyé cette ambulance à la commune d'Ourbé-Doundé pour diminuer de façon drastique la mortalité en général et surtout la mortalité maternelle et infanto-juvénile, dont l'objectif en tout cas est du gouvernement est d'infléchir vraiment ce taux qui est un peu élevé au Mali aujourd'hui. Nous remercions encore une fois le Premier ministre en tout cas pour grossir notre parc en matière d'ambulance et dire tout simplement que l'ambulance sera utilisée à bon escient. Les bénéficiaires ont exprimé leur joie et ont vivement remercié le chef du gouvernement pour avoir pensé à leur commune qui en a plus que besoin. Cette ambulance vient à point nommé parce qu'elle permettra d'abréger les souffrances
des malades et surtout des femmes dans le parcours des distances de 115 km qui relient Sénégué à Mopti au cours de l'évacuation sanitaire. À titre de rappel, actuellement à Sénégué, des évacuations se font à bord de tricycles qui font environ 4 heures de temps pour parcourir la distance reliant Sénégué à Mopti. Les œuvres sociales du Premier ministre ont concerné presque toutes les régions du Mali et ont touché à plusieurs secteurs de la vie publique. Sur un tout autre plan, les conditions du travail et de vie des femmes du secteur minier. La question est au centre d'une journée de plaidoyer initiée par la commission JAR du ministère des Mines avec pour but de partager et d'informer sur les expériences afin d'améliorer le rendement et la place des femmes dans le secteur. Retrouvons Abdulkarim Kaba. Pendant toute une journée, partager et faire des propositions afin d'améliorer les conditions de travail et de vie des femmes, voilà l'objectif de cette plaidoirie. Les femmes travaillant dans le secteur des mines sont des exemples. Tout n'est pas noir et l'avenir est prometteur. Nous avons des femmes qui, à partir de leur paillage, ont contribué à la construction d'un chez-soi, investi dans d'autres activités génératrices de revenus. Nous avons des femmes entrepreneurs qui aujourd'hui se positionnent dans les domaines techniques, qui ont une voix et qui contribuent à la réduction du chômage. Elles ont juste besoin d'accompagnement. Cette journée de plaidoyer est une occasion pour le ministre en charge des mines et celle de la promotion féminine de revenir sur le rôle et la place qu'occupent les femmes dans la société. C'est pourquoi d'ailleurs, investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, a été choisi comme thème de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les autorités du Mali sont résolument engagées à créer les conditions favorables à l'égalité hommes-femmes, comme le prévoit l'article 1er de la Constitution du 22 juillet 2023 du Mali, qui stipule que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la région, la religion, la couleur, la langue, la race, l'ethnie, les sexes ou l'opinion politique est prohibée. L'étude diagnostique de la Banque mondiale estime que 50% des mineurs artisanaux sont des femmes dans les zones minières de Kaï, Koulikoro et Sikasso. Sur certains sites de Kenyeba et Kangaba, les femmes constitueraient 90% des travailleurs impliqués dans la remontée et le lavage des minerais aurifères. Cette journée de plaidoyer est aussi un cadre de mutualisation des efforts de toutes les femmes afin d'aboutir à l'autonomisation de la femme. Nous allons rester avec les femmes. La Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémoriale Rufisque ne voulait pas rester en marge des célébrations dédiées à la Journée internationale de la femme, édition 2024. Elle a organisé une conférence débat animée par la professeure Bintou Sanankwa, une mine d'or en termes de connaissances et de savoir sur l'histoire du Mali et du parcours de la femme malienne. Raison pour laquelle la conférence a servi de cadre pour un échange intergénérationnel. Le thème portait sur la représentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives. Daouda Kouni nous en parle. C'est dans la cour de la bibliothèque Job Sira Sissoko à Dar Salam où siège la Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémoriale Rufisque FAC-MR qu'a eu lieu la conférence débat sur le thème représentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives. La représentativité, c'est un problème à l'ordre du jour parce qu'on a du beau dire par rapport à leur nombre, par rapport à leur importance, par rapport à leur rôle dans la société. Les femmes ne sont pas représentées de façon équitable. Donc tout ce qu'on peut faire pour corriger cela, c'est des choses à entreprendre. À travers cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, 8 mars, la Fondation s'est dit être dans son rôle de promouvoir une plus grande participation des femmes aux instances de décision. Je souhaite que nous puissions mener des discussions fructueuses qui permettront de formuler des recommandations qui amélioreront cette représentativité. Peut-être faudra-t-il élaborer et faire voter des textes plus contraignants. Rien n'est banal ou léger
lorsque nous voulons parler de la promotion de la femme. C'est pour dire que tous les domaines doivent compter. Et chaque femme, dans chaque domaine, doit se sentir concernée et engagée. La Fondation Femmes d'Afrique Mémorial de Rufisque FAC-MR a été créée par les premières institutrices du Mali entre 1938 et 1956. Elles ont eu à participer à la lutte syndicale menée par les travailleurs soudanais et maliens. Les militantes féministes maliennes étaient face à la presse dans le cadre de la campagne Comptez pour toutes, mouvement de plaidoyer pour montrer l'urgence du manque de chiffres sur les violences basées sur le genre dans 8 régions ouest-africaines. Comptez pour toutes est aussi une interpellation également pour le niveau décisionnel pour une feuille de route pour la mise en place d'une base de données fiable et souveraine des VGB. Awadama Koulibaly, Sambou Diakité, reportage. Une femme violée est un crime. 100 femmes violées, c'est cela une statistique. Ce qui manque considérablement aux acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre en général et les violences sexuelles et sexistes VSS en particulier. C'est pour combler ce manque de données précises que la campagne Comptez pour toutes veut que l'on chiffre chaque cas. On les chiffre pour pouvoir prendre des mesures drastiques pour les combattre. On les chiffre également pour que l'opinion puisse savoir que ces violences, en fait, elles sont là, elles sont réelles. Pour arriver à un résultat fiable sur le recensement des cas de VSS, d'énormes défis sont à relever. La stigmatisation et les tabous, l'amélioration de l'accès aux services de soutien pour les victimes, y compris la prise en charge médicale, psychologique et juridique. On a fait un atelier avec toutes les parties prenantes. Et nous avons vu qu'il n'y avait pas de moyens de collecte de données étatiques. Ça n'existe pas. Les données qui sont collectées avec l'appui des partenaires. Du 27 février au 15 mars 2024, des rencontres avec les acteurs impliqués, des émissions de compréhension, des campagnes digitales sont entre autres les activités menées. Cela afin d'intensifier la mobilisation autour de l'inscription d'une ligne budgétaire dans les lois de finances dédiées à la mise en place ou à l'amélioration des systèmes de collecte des données quantitatives et qualitatives relatives aux violences basées sur le genre. Et on peut compter sur Awama Kamara. Je vous amène Ministri Kakeneka. Entendez par là cet espace de dialogue, d'échange initié par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Abdul Kassim Fomba ambitionne de rencontrer tous les jeunes du Mali afin de partager avec eux notamment les réformes en cours et les textes régissant la jeunesse malienne, et tout cela dans un cadre simple et convivial, nous disent Ibrahim Kaoukonaté et Siri Kibalo. Au centre des débats, les réformes sur la jeunesse au Mali, la refondation et la nouvelle configuration du Conseil national de la jeunesse CNJ Mali sont parmi les axes prioritaires. C'est la première fois dans l'histoire qu'un ministre descend dans la commune échanger avec la jeunesse à bâton rompu, étant ministre. Bon, quelques problèmes qui ont été soulevés, ça c'est le problème des infrastructures au sein de la commune. Donc nous, la jeunesse, ça c'est notre combat, de protéger les lieux publics. Il s'agit de l'école à la citoyenneté, le village des opportunités et le sport citoyen. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que les jeunes sont engagés, les jeunes sont prêts à aider le pays. Ça, c'est un premier constat que moi-même je fais par rapport à toutes ces rencontres. La deuxième chose, c'est qu'il se pourrait que certains jeunes, voulant aider les grandes réformes aujourd'hui au sein du pays, ne sachent pas comment le faire. Et nous, je pense qu'une de nos missions, c'est de les aider à mieux comprendre ces grandes réformes. À travers cette rencontre-là, on a vraiment pu comprendre que le ministre, vraiment, il est pour nous. Il n'est pas venu pour dissoudre la fêtière, il est venu pour, au contraire, plus renforcer la fêtière. Il nous a aussi sollicité vraiment à se donner la main, à travailler vraiment pour la cause de la jeunesse. À noter que la commune 2 est la dernière étape de cet espace de dialogue et d'échange dénommé Ministre de la Jeunesse Kakene.
Oui, il l'a bien dit, ministre de la Jeunesse Sika Kene. Cet autre grand titre de ce journal nous amène à sillonner ensemble à quelques places de marché de la capitale où les fruits et légumes tiennent la vedette aujourd'hui car ils sont très sollicités en cette période de Ramadan. L'affluence est-elle au rendez-vous? Les prix sont-ils abordables? La qualité des produits est-elle réelle? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce reportage signé Maïmouna Guindo. Wonida ou Place Koro est l'un des marchés à légumes. Bien connu des Bamakois, on en trouve ici les légumes à l'échelle de consommation ou commerciale. Assise sur un tabouret, Aminata Kale a quelques années d'expérience dans ce commerce. Rythme inhabituel, notre commerçante attend avec optimisme ses clients. Soudainement, se pointe Dame Koulibaly. Actuellement, le prix des légumes sur le marché est abordable et en plus, le marché est très bien fourni. Avant, on achetait ces sachets à 1000 francs CFA et maintenant, on le trouve à 500 francs CFA. Sur cette table, on trouve des tomates bien rouges, fraîches. Ces tomates au goût doux, neutre, expriment une bonne production à des prix abordables. Le tas est vendu à 500 francs et 1000 francs. On les écoule peu à peu. Par expérience, je sais que c'est à l'approche de la fête qu'il y aura beaucoup d'achats. La clientèle se fait désirer maintenant. Le Ramadan est le mois de grande consommation des légumes. Mais cette année, la réalité est beaucoup plus morose. Cette morosité touche en particulier le marché des légumes, à entendre les vendeuses. Avant, le céleri n'arrivait pas en grande quantité sur le marché, mais actuellement, le marché est très bien approvisionné. Les prix ont même diminué. Le problème est qu'il n'y a pas assez de demande. Habituellement, c'est dans ce mois de Ramadan qu'on avait beaucoup de clientes, mais elles se font rares. Pour le mois de Ramadan, on peut dire que le marché est suffisamment fourni en gombo frais, seulement que le marché est un peu lent. À ce jour, les vendeuses peuvent dire Alhamdoulilah. Le marché est suffisamment fourni en légumes et à des prix très abordables. Généralement, le début du mois de Ramadan, il n'y a pas trop de mouvement. C'est vers la fin, à l'approche de la fête, que les clients commencent à venir. Sur les étagères à fruits, les vendeuses priorisent les légumes de bonne qualité. Superposés avec art, les fruits attirent la clientèle. Difficile donc pour un fruitarien ou une personne qui jeûne de passer sans s'approvisionner. Si pour les vendeuses de légumes, le marché semble timide, on ne saurait faire le même constat pour les fruits. Les gens aiment manger plus léger, d'où cette effervescence pour ces agrumes. On achète un peu de tout ici. Chacun essaye de s'acheter des fruits selon ses moyens. Pour les marchés, je n'ai pas à me plaindre. Ça va par rapport aux autres mois. On fait de notre mieux pour faire plaisir aux clients. Les prix n'ont pas augmenté, même si de notre côté, il y a eu une légère augmentation du côté de nos fournisseurs, mais on fait avec. Le kilo de bananes est vendu à 500 francs, le kilo de papaye à 750 francs et le kilo de raisins à 4000 francs. Les vendeuses de fruits usent leur talent en marketing. Elles n'hésitent pas à envahir les trottoirs, domaine dédié à la circulation. Alhamdoulilah, les marchés ça va, surtout depuis le début du mois de Ramadan. Les fruits les plus vendus sont les dattes, les raisins, les tangilos, la banane et la mangue. Les prix restent intacts, à part le kilo de mangue qui a connu une légère augmentation. Ici, on assiste à un balai de clients. Ils arrivent par dizaines. Tous veulent s'offrir les fruits nécessaires pour assurer l'équilibre alimentaire pendant ce mois de Ramadan. J'apprécie les fruits, donc c'est d'autant plus normal d'en consommer pour la rupture du jeûne. J'achète un peu de tout. Toute la famille en consomme comme moi. J'ai du mal à digérer certains aliments à la rupture. Je ne peux pas manger du riz le soir. C'est pourquoi j'achète les fruits, plus précisément la mangue. C'est plus digestible pour moi. Mais avant, on pouvait en avoir pour 500 francs. Maintenant, le prix a grimpé. C'est entre 1000 francs et 1250 francs. Au-delà de son bien spirituel,
le mois de Ramadan constitue une véritable aubaine pour les commerçants de fruits et légumes. D'ici à la fin de ce mois béni, les vendeuses espèrent un marché davantage visité afin que chacune y trouve son compte. En tout cas, de très belles images, Maïmouna Guindo. Ramadan, toujours conformément à la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les fidèles musulmans accomplissent régulièrement les prières surérogatoires pendant le mois béni du Ramadan dans les mosquées, les places publiques ainsi que dans les familles. Quels sont les mérites de ces prières? Comment s'effectuent-elles? Notre équipe du bureau régional de Tombouctou, dirigée par Nadim Baba Sissé et Mahamadou Askofaré, a fait le tour de ces lieux de prière. Suivons ce qu'elle nous ramène. La prière surrogatoire ou salat nafila est une prière effectuée par le musulman en plus des 5 prières obligatoires. Ces prières sont une sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, perpétuée par les califes, les compagnons du prophète, compte tenu de leurs vertus pour les musulmans. Les mérites, c'est le prophète même qui l'a dit. Il dit « Quiconque s'élève pour prier pendant les nuits de Ramadan avec foi, en comptant sur la récompense divine, Dieu le pardonne ses péchés passés. » Les prières surrogatoires sont très très importantes parce que même le prophète alayhi salatu wassalam, paix et salut sur lui, il faisait les prières surrogatoires là. Et donc c'est après le prophète que les califes ont jugé nécessaire de formaliser ça en 10 rakats avec khamsa taslimat, khamsa salamu alaykum, ça fait 10 rakats d'après d'autres. Il y en a qui font ça en 12 rakats, il y en a qui font jusqu'à 20 rakats. Tout ça c'est des prières. Plus tu fais, plus tu as de mérite, surtout pendant ce mois de Ramadan. Ces prières-là prennent leur origine au moment du calife Omar ibn Khattab. C'est lui qui avait regroupé les musulmans parce que auparavant, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les prières surrogatoires étaient obligatoires pour lui. Durant 16 mois jusqu'à 2 ans, quand Dieu dit « Ya ayyuhal qum al-layla illa qalila » et toi enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, un peu moins ou bien un peu plus, et lis, récite le Coran lentement et clairement. Donc dans le mois de Ramadan, le prophète a commencé à faire ces prières-là avec ses compagnons. Une nuit, 2 nuits, 3e nuit, il n'a pas sorti. Ces prières ne sont pas accomplies que durant le mois de Ramadan. Elles peuvent être effectuées à tout moment. Les prières surrogatoires sont très importantes. Même sans le mois de Carême, même pendant les autres moments, c'est très très important. Réparties en 10 rakats, 5 salams, les prières surrogatoires peuvent aller au-delà. C'est 11 rakats ou 13 rakats du temps du prophète jusqu'au temps de Omar, et qui l'a mené jusqu'à 23 rakats. Les fidèles couronnent toujours ces prières par des louanges et des fatihas dans les lieux de prière, comme les mosquées, les places publiques, en hommage aux vénérés des prophètes. Des moments d'intense dévotion. Donc il y en a qui, après la prière, ils font des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala pour dire Subhanaka ya qaribu ya mujib, ya maulana, Subhanaka ya qaribu ya mujib, ya maulana, et ainsi de suite. Ça c'est des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces louanges-là, leur valeur, c'est capital parce qu'on dit, on loue le bon Dieu. Après avoir accompli ces prières, on s'assoit et on loue le bon Dieu. Pour que le Dieu nous donne ce que nous cherchons, à savoir le paradis, et de nous épargner de l'enfer. Ces moments de prière sont des occasions inédites saisies par les religieux pour multiplier les prières et formuler des bénédictions en faveur de la paix, la cohésion sociale et surtout le progrès de notre pays. Nous demandons à tous les musulmans, à tous les Maliens de prier, de beaucoup prier pour que la paix revienne dans les cœurs des musulmans, des Maliens, pour que la paix revienne à Tombouctou, pour que la paix revienne au Mali et pour que la paix revienne dans le monde entier. On dit merci aux autorités parce que l'année passée, cette année-là, ce n'est pas la même chose.
Donc il faut louer Dieu qui nous a donné cette paix, que le bon Dieu nous donne beaucoup de plus de paix dans notre pays. Durant tout ce mois, les fidèles abondent ces lieux de culte dans le seul but d'accomplir la sunna héritée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, car il est recommandé d'être en groupe pour tirer plus de profit du vin. Merci Najima. En troisième région, le conseil régional de Sikasso offre des vivres aux veuves de militaires du camp Thiéba et aux détenus de la maison d'arrêt de Sikasso. Elle est donc composée de plus de 6 tonnes de riz. Mustapha Doumbia, Suleiman Bamba, correspondance. C'est une remise de vivres dans le cadre du mois de Ramadan 2024 qui coïncide avec le carême. Une remise qui concerne plus de 6 tonnes de riz destinées aux veuves. C'est une initiative du Conseil régional de Sikasso. Le Conseil régional a décidé d'offrir aux femmes veuves de la ville de Sikasso des dons pour soulager leur souffrance. Et parmi ces veuves, nous avons pris les veuves des militaires tombés sur les champs de bataille, le camp Thiéba. Nous avons pris aussi les détenus. Nous avons pris aussi 2 groupes de veuves à Sikasso ici. Que ces femmes veuves-là soient soulagées pendant ce mois de Ramadan. Le don est composé de 125 sacs de riz de 50 kg, dont 50 sacs pour les veuves de militaires, 25 pour la maison d'arrêt de Sikasso et le reste pour 2 associations de veuves. L'association Hinesso, nous, vraiment, ça va droit à nos cœurs. Et puis surtout, dans ces mois-là, le mois de carême, je salue le président du conseil régional pour ces dons-là aujourd'hui. Vraiment, nous sommes très fiers du conseil régional qui n'est pas à sa première édition. C'est pour dire qu'à chaque rentrée et chaque mois de carême, le conseil régional vient au secours de nos veuves. Vraiment, nous les remercions pour ce geste. Ce n'est pas la quantité du don, mais le sens dans lequel le don a été fait. La remise du don a coïncidé avec la fin d'une session du conseil régional. C'est ce qui explique la présence des conseillers, parmi lesquels le président du Haut Conseil des collectivités territoriales et un membre du CNT. 31e session du conseil d'administration du Conservatoire des arts et métiers multimédia, Bala Fasiki Kouyaté, Abdul Karim Kaba pour les détails. La création, l'invention et l'adaptation sont indispensables dans la promotion de l'art. C'est pourquoi le budget 2024 du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Fasiki Kouyaté a connu une augmentation de plus de 6%. La présente session est donc un cadre pour les administrateurs de réfléchir et proposer des projets et programmes pour l'amélioration du rendement du établissement. Pour assurer à bien cette mission, je crois profondément que le conservatoire doit en permanence se réinventer, intégrer des savoirs nouveaux, tirer parti des technologies nouvelles, s'adapter aux besoins du marché du travail. Pour ce faire, il doit pouvoir disposer de ressources humaines qualifiées, mais également d'équipements et d'outils pédagogiques adéquats. La formation des acteurs de la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives demeure une priorité pour mon département à travers cet établissement. Les 3 grandes missions. La première mission, c'est l'enseignement. La deuxième, c'est la préservation et la conservation du patrimoine culturel malien et africain. La 3e mission qui est fondamentale, c'est comment encourager l'artiste malien, faire la promotion de l'artiste malien. Et l'art, c'est quoi? C'est l'aptitude, l'habileté ou encore le talent que peut avoir quelqu'un pour créer quelque chose. Les administrateurs fondent beaucoup d'espoir sur le nouveau directeur général afin de donner à l'établissement son lustre d'antan. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, célébrée chaque année le 24 mars. Pour des raisons de calendrier, elle a été décalée cette année au 29 mars par les autorités. Tiemoro Konate nous en dit plus. Toux persistante, excédant 2 semaines, fièvre et sueur nocturne, anorexie ou manque d'appétit, amaigrissement. Ce sont là, entre autres signes annonciateurs de la tuberculose. Selon les statistiques, le Mali a enregistré 8266 cas en 2023 contre un peu plus de 7800 en 2022, ce qui sous-entend une légère augmentation du taux de prévalence de cette maladie qui constitue la 2e cause de mortalité due à un seul agent infectieux. Pour ce faire, il doit pouvoir disposer de ressources humaines qualifiées, mais également d'équipements et d'outils pédagogiques adéquats. La formation des acteurs de la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives demeure une priorité pour mon département à travers cet établissement.
Au regard de cette prévalence, le Mali a adopté de nouvelles stratégies basées sur ce qu'il est convenu d'appeler approche qualité. Quelle que soit la raison qui amène un individu dans un centre de santé, le soignant doit penser à la tuberculose et rechercher les signes de tuberculose. Cette approche qu'on a fait en phase pilote dans 15 formations sanitaires, 25% ont bénéficié de ce screening systématique. Parmi les cas suspects, 95% ont bénéficié de diagnostic biologique. Des résultats certes remarquables qui ne doivent pas nous entraîner à baisser la garde, car les objectifs de l'OMS ne sont pas encore atteints. Selon les derniers rapports sur la lutte contre la tuberculose, près de 2,5 millions de personnes ont contracté la tuberculose dans la région africaine en 2022, ce qui signifie qu'une personne a été infectée par cette maladie toutes les 13 secondes dans la région africaine. 424 000 personnes ont perdu la vie suite à des causes liées à la tuberculose en 2022 dans la région africaine. Les défis en matière de lutte contre la tuberculose sont immenses et reconnaissent les autorités et leurs partenaires. Cette journée internationale dédiée à l'intensification de la riposte a pour thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». La poursuite de cette thématique de l'année 2023 attire l'attention sur la tuberculose et sur le fait qu'il est de notre pouvoir collectif de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. C'est ainsi qu'une structure centrale intégrée coordonnant la préparation des réponses du pays à 2 autres endémies majeures que sont le VIH, SIDA et les hépatites virales a été créée depuis 2019. La journée a été l'occasion de véhiculer des messages de sensibilisation via un sketch interprété par la troupe Côté Bleu. Reconnaissance du mérite, des cadeaux ont été offerts à un nommé Djumogo Yalkoué, un pionnier de la lutte contre la maladie qui a fait valoir ses droits à la retraite il y a quelques années. Droit et pratique des traités internationaux, c'est la nouvelle publication de El Habibalaï Diakité, conseiller des affaires étrangères et chef de la section des accords internationaux au ministère des Affaires étrangères. Cet ouvrage se présente comme un guide indispensable pour les étudiants et les agents des administrations publiques. En outre, l'auteur propose des pistes de solutions pouvant résoudre les difficultés constatées dans la gestion des instruments juridiques. Le livre est disponible dans toutes les librairies en ligne et sera mis en vente à la librairie de l'Harmattan la semaine prochaine. Et nous arrivons au sport dans ce journal. Siragatou Sissé dans la place. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Nyanya Traoré. Alors, nous allons parler de l'Assemblée générale ordinaire de la FEMAFOOT. Tous les points inscrits à l'ordre du jour de cette 51e session ont été examinés et validés, Siragatou. Oui, il s'agissait pour les délégués de faire le point des activités réalisées durant l'exercice 2022-2023, sans oublier la situation financière et la projection des échéances à venir. L'Assemblée générale ordinaire de la FEMAFOOT s'est déroulée dans une atmosphère conviviale, nous dit Ari Matina. Exercice statutaire visant à rendre compte, la Fédération malienne de football tient sa 51e Assemblée générale ordinaire qui enregistre la participation des membres du comité exécutif de la FEMAFOOT, les présidents des clubs, des groupements sportifs et des présidents des ligues de football. Cet exercice qui se veut également un devoir de redevabilité du Bureau fédéral à l'endroit de l'ensemble des acteurs de notre football a porté sur 2 points essentiels, la situation financière et le bilan des activités menées en 2022-2023 et une partie de 2024. La saison 2022-2023 et celle en cours ont été riches en événements tant sportifs que dans le domaine de la gouvernance et des investissements. Au plan sportif, tout le monde se rappelle la belle performance de nos U17 à la Coupe du Monde. Les U23 ont aussi obtenu leur qualification aux Jeux olympiques. L'équipe junior a raté de peu la qualification en demi-finale de la CAN de Côte d'Ivoire. Au plan de la gouvernance, le comité exécutif a amélioré ses relations avec ses membres, notamment les clubs de Ligue 1, où une série de concertations a été initiée pour débattre des questions qui les touchent. Ayant présidé la session, le département en charge des sports se félicite de la parfaite tenue des travaux. Je voudrais vous rassurer que le département des sports reste disponible pour appuyer toute action visant à la stabilité et au développement du football.
Nous osons espérer que les nouvelles orientations issues de cette Assemblée générale ordinaire amélioreront la gouvernance et contribueront sûrement au développement du football malien. Cette Assemblée générale ordinaire est la première du nouveau bureau fédéral élu le 29 août 2023 pour un mandat de 4 ans. Alors, on parle maintenant de la Coupe de la Confédération, quart de finale aller. Le stade malien de Bamako reçoit ce dimanche les Ghanéens de Dreams FC et vous nous dites, Silagatou, qu'ils sont motivés. Tout à fait, les stadistes sont motivés et le match aura lieu au stade du 26 mars à partir de 17h. On recevra donc les Ghanéens de Dreams FC. Le stade malien de Bamako croisera un adversaire peu connu sur la scène africaine, fondé seulement en 2009, Ténoubou Benyanya, année du sac du stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération. Alors, le stade malien est prêt pour obtenir un bon résultat demain dimanche. On écoute successivement Moussa Sylvain Diakité, le premier vice-président de la FEMA Foot, Moussa Koulibaly, le défenseur du stade malien de Bamako, et Mamoudou Kane, le nouvel entraîneur. Ce n'est pas la première fois. Nous avons toujours accompagné les clubs maliens. Et donc le stade, ce n'est pas un cas particulier. Donc nous sommes venus pour témoigner notre soutien, notre solidarité, notre accompagnement et témoigner aussi l'accompagnement du département du sport pour que le stade puisse gagner le dimanche, Inch'Allah. On est en train de bien travailler là-dessus depuis le début de la semaine. Donc on sera prêt pour le match du dimanche, Inch'Allah. Oui, on a entendu parler de cette équipe, mais on se focalise sur nous-mêmes. Donc c'est la compétition africaine. Donc on va travailler de notre mieux pour bien entamer ce match-là. Ce match, c'est un défi pour moi, pour les joueurs, pour tous les restes de l'encadrement. Je pense que c'est un match à prendre au sérieux, tactiquement. Faire en sorte que les joueurs aient confiance et cette confiance pour qu'ils jouent en eux pour les montrer le dimanche. Je pense qu'avec le traitement de sport qu'on a eu à faire, je pense que le mental est là et la motivation est là et tout le monde a envie de jouer. Je pense que la balle est dans leur camp. À suivre, Stade malien de Bamako, Dreams FC du Ghana, demain dimanche à partir de 17h en direct sur ORTM 2. Et c'est à notre portée le match, à les entendre, oui, je crois. Tout à fait, mais un match de football reste comme tel, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Je reste confiante. Moi, je dirais même 2-0. D'accord. On continue. Basketball, les demi-finales du tournoi international de l'amitié des moins de 18 ans. Filles et garçons sont programmés demain dimanche également au Palais des Sports Salamatou Maïga, Siragatou. Oui, au menu des affiches électriques, en série garçons, duel 100% ouest africain entre le Mali et la Guinée. Les Aiglons partent favoris vu leur parcours. Dans l'autre demi-finale, le Sénégal est opposé à la Tunisie. En série filles, ce sera une finale directe entre le Mali et la Tunisie lundi. En résumé, le Mali et Nyanya est sur 2 tableaux, oui. Donc 2 trophées en ligne de mire. Ah ouais, à notre portée également. Moi, je reste confiante dans tout ça. C'est tout, Siragatou ? Et c'est qu'il fallait. Alors, Siragatou, nous allons boucler ensemble cette édition en disant un grand merci à nos téléspectateurs de Sanga, Badjangara et Koro. Bonsoir à tous et à demain. Inch'Allah. Merci, Siragatou. Je vous à demain. Inch'Allah, avec plaisir.